Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de votre journal Regard humanitaire consacré à l'actualité humanitaire nationale et internationale. Au sommaire, l'insécurité alimentaire qui continue d'affecter des milliers de familles en Haïti pendant que les autorités veulent relancer l'agriculture locale dans les cantines scolaires. Louis Fontal fera le point sur ce dossier avec Mackenzie Selisma et Weguele Joseph. Les violences basées sur le genre en hausse dans les zones de déplacés. Organisations humanitaires et associations féministes tentent de renforcer la prise en charge des survivantes. À Delma, une formation sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat a réuni des participantes issues de camps de déplacés. Nous reviendrons sur ce dossier dans ce journal avec Fredine Destin et Weguele Joseph. Nous reviendrons également sur les 44 ans des centres GESTIO, institutions pionnières de la lutte contre le VIH-Sida en Haïti. Et puis, culture et diplomatie avec la célébration de la journée de l'Europe à Pétionville. Mackenzie Devaris et Weguele Joseph nous y emmènent. Merci de votre fidélité. De Richef, salut et bienvenue au développement du journal consacré à l'actualité humanitaire en Haïti et à travers le reste du monde. Insécurité alimentaire et cantines scolaires. En Haïti, l'insécurité alimentaire frappe durement des milliers de familles et les écoles publiques en échappent pas à cette réalité. Pendant que les élèves tentent d'apprendre le ventre vide, les autorités cherchent des solutions pour relancer la production nationale et reconnecter l'agriculture haïtienne aux cantines scolaires. Du 4 au 6 mai 2026, le ministère de l'Agriculture a réuni à l'hôtel Caribé plusieurs acteurs autour de la redynamisation de la table sectorielle agricole. Objectif, augmenter la part des produits locaux dans les cantines scolaires et lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais sur le terrain, la situation reste alarmante. Le point avec un Mackenzie Selisma, Weguele Joseph et Louis Fontal. Salle de conférence de l'hôtel Caribé. Pendant 3 jours, autorités, producteurs agricoles et partenaires internationaux ont échangé autour d'un même objectif, renforcer la présence des produits locaux dans les cantines scolaires. À travers le ministère de l'Agriculture, le PAM et le PNCS, parce que l'objectif, nous, c'est réussir à bailler tout petit monde qui est dans l'école, de manger des nourritures de qualité et surtout de manger qui produit localement. Le ministère de l'Agriculture veut augmenter progressivement l'approvisionnement local du programme national de cantines scolaires. Actuellement, nous avons environ 1 million de personnes manger qui sortent dans la production nationale que nous produisons. Dans les NIP, cette initiative suscite aussi de l'espoir chez les producteurs agricoles. C'est encadrer nous, c'est pousser nous pour nous capables continuer à produire plus, pour nous capables une quantité de produits pour dans l'école pour nous capables manger. Pour nous capables nous pas manger un produit pour le déranger encore. Ça veut dire peut faire un produit de bonne qualité, nous jeunes encadrement, nous pensons que ça peut satisfaire. Mais dans plusieurs écoles publiques, la réalité reste préoccupante. Direction l'École nationale République de l'Équateur. Depuis la recrudescence du climat d'insécurité en février 2024, l'établissement a quitté ses locaux de Delma 41, aujourd'hui occupés par des déplacés internes. Relocalisé au lycée Horacius L'Aventure à Delma 75, l'école fonctionne sans cantine scolaire. Le directeur de l'établissement décrit les conséquences de cette situation sur les élèves. Équateur n'a pas mangé. Équateur a mangé il fut un temps. Depuis le prend local là, donc à date, ça fait 2 ans, donc Équateur n'a pas mangé. Donc, pas de cantine, pas de rien. Les enfants sont les premiers touchés. Dès qu'on a mangé, je mange encore, ça va faire bien à cause, quand on va venir à l'école à Cob, maman comme pour venir à l'école, quand on a espace manger à midi, quand on va aller mobile encore, ça va faire bien. Et quand on pas envie de suivre couteau, on senti marre, me gêner. Dans la cour de récréation, certains élèves partagent le repas apporté par l'une de leurs camarades. Il faut partager avec les amis parce que les gars ils mangent ensemble avec moi tout comme tout. Cette élève de 9e année fondamentale raconte elle aussi les difficultés du quotidien. Parfois, je me souhaite la caille, et puis ça te fait mieux, les moi, yo bay manger, et puis ça fait bien tout. Ça te fait nous tout bien. Comme beaucoup d'autres, elle lance un appel aux autorités. Moi pas dans l'école là encore, mais si moun k'ap vini yo, moi t'a souhaité pour yo capable joindre manger, pour yo manger
pour apprendre ça, apprendre parce que depuis mon grand goût, les pas même si professeur travaille, les pas pour rien la pour noir. Pour le directeur Eman, l'urgence est réelle. Sans alimentation scolaire, certains élèves risquent d'abandonner l'école. Ou pas qu'à apprendre sous grand goût. Inévitablement, si tu me donnes une cantine scolaire rendement, élève tu beaucoup plus agréable. Mais par rapport à manger, pas gagner. Donc, au cours des gens là, les gens ont sac vide pas camper. Donc, si vous n'avez pas manger normalement, il y a un impact considérable sur l'apprentissage. Malgré les difficultés, les autorités maintiennent leur objectif, augmenter progressivement la consommation de produits locaux dans les cantines scolaires. À travers le projet, ça, nous renforçons l'organisation paysanne et nous achetons produits. Non seulement nous apprenons nos produits davantage, et nous achetons produits dans les pour nous capables d'écouler et circuler vers les écoles à travers le programme cantine scolaire que le gouvernement a gagné. Entre ambition gouvernementale et détresse quotidienne dans les écoles publiques, le défi reste immense. Atteindre 100% d'autosuffisance alimentaire dans les cantines scolaires d'ici 2030. Pour des milliers d'enfants haïtiens, chaque repas servi à l'école représente bien plus qu'une aide alimentaire. C'est une chance de poursuivre leur éducation dans de meilleures conditions. Toujours sur le terrain humanitaire, les violences basées sur le genre continuent de progresser dans plusieurs zones affectées par les déplacements de population. Face à l'aggravation de la crise humanitaire en Haïti, les violences basées sur le genre continuent d'augmenter, particulièrement dans les zones touchées par les déplacements de population pour renforcer la coordination et améliorer la prise en charge des survivantes. Plusieurs organisations féministes, partenaires humanitaires et institutions étatiques ont participé jeudi 7 mai à Pétionville à une rencontre du sous-cluster VBG, une initiative du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Compte rendu, Marc-Vincent Célisma et Mac-Carley Fontal. Unis pour consolider la coordination et améliorer la réponse aux survivantes, c'est autour de ce thème que plusieurs acteurs humanitaires et organisations de défense des droits des femmes se sont réunis à Pétionville. En tant que co-lead du sous-cluster VBG, UNFPA réaffirme ici son engagement à continuer à soutenir notre élite, le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, pour faire de cet espace de coordination un lieu d'alignement stratégique, de partage de données et de renforcement mutuel des capacités pour tous les partenaires. Pour les responsables du sous-cluster VBG, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l'aggravation de la crise humanitaire et la vulnérabilité croissante des femmes et des filles déplacées. Dans un contexte où plus de 6,4 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire à 2026, y inclut notamment 1,5 million en besoin d'assistance de VBG, où la violence armée a entraîné des déplacements d'environ 1,4 million de personnes, la coordination des interventions en matière de VBG apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de la réponse de protection des populations vulnérables. Présente à cette rencontre stratégique, la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Pédrica Saint-Jean, insiste sur la nécessité de renforcer les échanges entre les acteurs engagés dans la réponse humanitaire. Dans un contexte national marqué par de multiples défis sociaux et sécuritaires, la coordination de nos interventions n'est pas une option, elle est une exigence. Le sous-cluster VBG demeure, à cet égard, un mécanisme essentiel de concertation stratégique et opérationnelle permettant d'harmoniser les efforts, d'éviter les duplications et surtout d'améliorer la qualité de la réponse offerte aux survivantes. La ministre annonce également l'aménagement prochain de 4 maisons des femmes dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite, du Centre
et de la grandance. Ces espaces devront offrir aux survivantes un accompagnement psychosocial, médical, juridique et sécuritaire. Ces espaces spécialisés constituent une avancée majeure dans la structuration de la réponse nationale aux violences basées sur le genre. Ces maisons des femmes auront pour mission d'offrir un accompagnement intégré, psychosocial, juridique, médical et sécuritaire aux survivantes, tout en renforçant les mécanismes de prévention et de sensibilisation communautaire. La rencontre du sous-cluster VBG a permis d'alerter sur l'augmentation des violences basées sur le genre dans le pays. Plus de 4 800 cas ont été signalés entre janvier et juin 2025, une situation liée notamment à la crise humanitaire et au développement interne de la population à travers plusieurs régions du pays. Malgré ce contexte de crise, plusieurs organisations continuent de travailler auprès des femmes et des jeunes filles déplacées. En Haïti, les femmes et les filles restent parmi les premières victimes de l'insécurité. Chassées de leur quartier, déplacées dans des camps de fortune, beaucoup tentent malgré tout de construire leur vie. À Delma, une trentaine de jeunes femmes vivant dans des sites de déplacés et dans des quartiers sensibles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont récemment suivi une formation sur les droits humains, les violences basées sur le genre, le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Une initiative de l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté ODELPA avec le soutien d'ONU Femmes. Reportage Picard Emmanuel Desravines et Frédine Destin. Très tôt le matin, Rachel Juré quitte le site de déplacés installé dans l'enceinte de l'église Béré à Delma 33. Comme d'autres jeunes femmes, elle traverse la ville pour rejoindre les locaux de l'ODELPA à Delma 54. À 29 ans, Rachel fait partie d'une trentaine de bénéficiaires ayant participé à cette session de formation organisée au début du mois de mai. Au total, 200 jeunes femmes et filles sont ciblées par ce projet. Pendant 5 jours, les participantes ont été formées sur les droits humains, les violences basées sur le genre, l'engagement communautaire, le marketing digital et l'entrepreneuriat. Deuxièmement, qui mission et entreprise. Et des fois, nous levons, nous prenons le téléphone, donc nous ne pas quitter cette voie pour lui faire transition. Dans les salles de formation, les échanges se multiplient. Les travaux de groupe, les présentations et les discussions permettent à ces jeunes femmes de reprendre confiance en elles et d'imaginer un avenir différent. Nous supposons d'abord qu'à gérer tête nous, comprendre une note entre femmes. Agenda journée. Comme je fais marketing, on a besoin de produits, oui, là c'est bon aussi. Pour les responsables de l'ODELPA, l'objectif est d'aider ces femmes à retrouver leur autonomie malgré la crise. La formation est à côté de lui. C'est manque en Haïti. Beaucoup de choses, jouer un gouvernement qui est conscient pour former citoyens et citoyennes. À la fin des séances, les sourires apparaissent. Mais une fois la formation terminée, Rachel retourne à sa réalité quotidienne. Après pour la crevé. Donc, situation qui pas vraiment pas. Parce que le temps pas quelque chose. Donc, c'est pas bien. Dans ce site de déplacés, où s'entassent plus de 600 personnes dans des conditions extrêmement précaires, le manque d'eau, de nourriture, d'hygiène et d'assainissement complique chaque journée. Son plus grand rêve aujourd'hui, trouver les moyens de lancer une petite activité génératrice de revenus pour quitter le camp et recommencer à vivre dignement. Là, tout pas fini, et qui peut que nous avons réussi de la c'est une jeune pratique
et puis créer activité pour vaccin. Après la formation, Rachel retrouve la réalité brutale du camp. Mais malgré tout, elle continue de croire qu'une autre vie reste possible. Dans un autre registre, Haïti continue également de rechercher des pistes de sortie à la crise sécuritaire. L'Agence colombienne pour la réintégration et la normalisation a bouclé vendredi 8 mai 2026 une mission exploratoire de 5 jours en Haïti consacrée au désarmement et à la réinsertion. Réalisée dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec l'appui du système des Nations Unies, cette mission visait à partager l'expérience colombienne en matière de désarmement et de réinsertion sociale. Les échanges ont notamment porté sur des stratégies destinées à offrir des alternatives à la jeunesse et à renforcer la réconciliation nationale. Au cours de cette mission, Alejandra Miller, directrice de l'ARN, et Tania Esperanza, Rodriguez-Triana, ont échangé avec des membres de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et insertion, CNDDR, pour offrir des alternatives à la jeunesse en face à la violence et soutenir la réconciliation. À noter que cette initiative s'inscrit dans un contexte où Haïti cherche à s'inspirer des processus de paix colombiens après plus de 70 ans de conflits armés dans ce pays d'Amérique du Sud. Actualité diplomatique à présent, rencontre au Vatican, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a été reçu en audience le samedi 9 mai 2026 au Vatican par le pape Léon XIV. Selon un communiqué de la salle de presse du Vatican, les échanges ont porté sur la situation en Haïti, notamment les questions sécuritaires, les enjeux humanitaires, les défis migratoires ainsi que les violences attribuées aux groupes armés. Pendant ce temps, la question migratoire continue de préoccuper plusieurs organisations de défense des droits humains. Le groupement d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR lance un SOS sur la situation migratoire des Haïtiens. En milieu de la semaine dernière, l'organisme a dénoncé une dégradation des conditions de vie des migrants haïtiens ainsi qu'une augmentation des déportations sur fond de durcissement des politiques migratoires dans plusieurs pays. Le responsable de communication du GAR, Stanley Doriska, appelle les dirigeants à agir. Et justement, les expulsions depuis la République dominicaine continuent d'aggraver la situation humanitaire à la frontière. Les expulsions depuis la République dominicaine plongent en chapitre cette commune frontalière du département du Sud-Est dans une situation d'urgence humanitaire. Depuis le début de l'année, plus de 260 000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine, souvent dans des conditions dénoncées comme brutales par des organisations présentes sur le terrain. L'ONG Alima affirme avoir renforcé ses opérations dans la région afin de répondre aux urgences sanitaires, notamment chez les femmes enceintes et les enfants souffrant de malnutrition. Transition internationale, à présent, un regard sur l'actualité internationale. À Cuba, au début du mois de mai 2026, la situation humanitaire à Cuba reste critique. Le pays fait face à de graves pénuries de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments. Malgré ses propres difficultés économiques, le Venezuela continue d'apporter son soutien à l'île. Depuis le début de l'année, plus de 30 tonnes de nourriture et de médicaments ont été acheminés vers Cuba. Les Nations Unies appellent elles aussi à un renforcement urgent de l'assistance internationale. En Afrique, la République centrafricaine progresse vers la stabilité et la sécurité, mais selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, d'importantes coupes budgétaires menacent les opérations humanitaires dans le pays. Sur une population de 6 millions d'habitants, 2,3 millions ont besoin d'assistance. Retour en Haïti maintenant avec cette note culturelle et diplomatique, Journée de l'Europe.
Couleurs, musique, danse et messages de solidarité, le Centre culturel Brésil-Haïti a accueilli samedi 9 mai 2026 la célébration de la Journée de l'Europe. Cette date commémore la déclaration historique de Robert Schuman du 9 mai 1950, considéré comme l'acte fondateur de l'Union européenne. En Haïti, cette journée symbolise aussi un partenariat durable autour de plusieurs secteurs clés, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, les droits humains ou encore la culture. Une équipe de Radio Télémoussa a assisté à cette célébration entre mémoire, engagement et expression culturelle. Reportage Regalé Joseph et Mackenzie Devaris. Hymnes, chants et rythmes folkloriques. Au Centre culturel Brésil-Haïti, Pétionville, la Journée de l'Europe s'est célébrée dans une ambiance aux couleurs haïtiennes entre culture, dialogue et solidarité. Sur scène, danse, slam et performances artistiques ont rythmé cette 76e Journée de l'Europe, transformant la cérémonie en espace de rencontre entre Haïti et ses partenaires européens. Dans son allocution, la chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Hélène Ross, a renouvelé l'engagement de l'Union européenne aux côtés d'Haïti, notamment dans l'éducation, la sécurité, la gouvernance et l'appui aux communautés locales. C'est un engagement fort en matière de coopération et de développement, car nous sommes persuadés que le développement et la relance économique d'Haïti sont essentiels à la stabilité et bien sûr à la prospérité du pays. Ensemble, nous développons d'importants programmes liés à l'infrastructure, à l'agriculture, au système hydro-agricole notamment. Nous sommes fermement engagés dans la lutte contre l'impunité et la corruption. La diplomate s'est dite préoccupée par l'augmentation des violences sexuelles et basée sur le genre dans le pays. Et je souhaite, en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne, en tant que femme, en tant que mère, parler aujourd'hui aussi de ces milliers de femmes victimes de viols, chez elles, dans les sites de déplacés, ou lorsqu'elles passent les frontières, prises au piège des différents systèmes de trafic qui tirent profit des mouvements migratoires. Le viol d'une seule femme est insupportable. Comment doit-on qualifier la vingtaine de viols par jour que rapportent les organisations des droits de l'homme? Et je comprends qu'il ne s'agit malheureusement là que d'un chiffre de cas rapporté. Elle appelle à des actions concrètes en faveur des femmes et des filles, particulièrement touchées par la crise humanitaire actuelle. La tolérance zéro en matière de crimes sexuels, telle doit être notre conviction et notre expression collective, côte à côte, haïtienne, européenne, haïtiens, européens, et au-delà, membres aussi nombreux aujourd'hui parmi nous de la communauté internationale. Présent à cette cérémonie, le garde des Sceaux, M. Patrick Pellissier, représentant le gouvernement haïtien, a salué le soutien constant de l'Union européenne, notamment dans le domaine humanitaire. Nous accueillons avec conviction l'évolution du partenariat proposé par l'Union européenne visant à passer d'une logique d'aide à une logique de commerce. Cette transformation est porteuse d'avenir. L'initiative Global Gateway représente pour Haïti une opportunité stratégique majeure. Elle ouvre la voie à des investissements structurants, à la modernisation de nos infrastructures et à une meilleure intégration dans l'économie mondiale. Au-delà du symbole, cette célébration a aussi été l'occasion d'annoncer de nouveaux financements pour plusieurs secteurs clés en Haïti. Nous souhaitons agir aussi dans un plein respect de nos partenaires haïtiens, optimiser nos possibilités en ce sens. Nous souhaitons concrètement incarner notre solidarité. Nous souhaitons agir concrètement pour continuer à être fidèles à nos principes et à nos valeurs. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère à la fois festive et symbolique, portée par la voix de Carole Desmisma, avec un hommage aux enfants du monde ainsi qu'aux femmes et filles d'Haïti. Tu me regardes sans me voir. Et avant de refermer cette édition, produits pétroliers, le gouvernement haïtien a annoncé ce vendredi une légère baisse des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Le gallon de gasoline passe désormais de 725 à 700 goudes, tandis que le gazoil baisse de 825 à 800 goudes. Le prix du kérosène reste inchangé à 845 goudes le gallon sur le marché.
44 ans des centres Geskio. Les centres Geskio ont célébré fin de la semaine dernière le 44 ans d'existence, fondé en 1982 au début de l'épidémie mondiale du VIH-Sida. Cette institution haïtienne est aujourd'hui reconnue comme une référence internationale dans la recherche et la prise en charge des maladies infectieuses. Retour sur plus de 4 décennies de lutte, de recherche et d'engagement au service des populations les plus vulnérables. Suivez un papier signé Radio Télémoussa. Début 80. Le monde découvre une nouvelle maladie encore mal connue, le sida. À cette époque, les Haïtiens sont injustement associés à l'épidémie à travers la théorie controversée des 4H qui stigmatise fortement le pays et sa population. Face à cette situation, de jeunes médecins haïtiens, dont le docteur Jean-William Pape, décident d'agir. Ils fondent les centres Geskio avec pour mission de comprendre la maladie, accompagner les patients et combattre la stigmatisation. 44 ans plus tard, l'institution est devenue une référence mondiale dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le choléra et d'autres maladies infectieuses. Les centres Geskio ont contribué à plusieurs avancées scientifiques majeures et participent aujourd'hui encore à la formation de professionnels de santé en Haïti et dans la région. Chaque année, plus de 100 000 patients y reçoivent des soins gratuits dans un contexte où les besoins sanitaires restent importants dans le pays. Lors de cette célébration organisée à Tabar, employés, partenaires et proches de l'institution ont salué le parcours accompli, mais aussi les défis qui attendent encore le système de santé haïtien. Et alors que la lutte contre le VIH se poursuit en Haïti, les centres Geskio entendent renforcer leurs programmes de recherche, de prévention et de prise en charge au cours des prochaines années. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements de population et les difficultés d'accès aux soins, l'institution reconnaît que les défis restent nombreux pour répondre efficacement aux besoins des patients. Malgré cette situation, l'institution poursuit sa mission de soins, de recherche et de formation au service des personnes les plus vulnérables et de la lutte contre les maladies infectieuses en Haïti. Voilà pour ce reportage consacré aux 44 ans des centres Geskio et à plus de 4 décennies d'engagement dans la lutte contre les maladies infectieuses en Haïti. Un engagement aujourd'hui salué sur la scène internationale. Le docteur Jean-William Pape, directeur fondateur des centres Geskio, a été désigné lauréat du IAS President Awards. Cette distinction lui sera remise par l'International AIDS Society à l'occasion de AIDS en 2026, prévu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 26 au 31 juillet 2026. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Regard Humanitaire, à la technique Aurélie Joseph et Mackenzie Célisma, au reportage Mackenzie Devariste, Picard Emmanuel Deravine et Fredjine Destin et à la réalisation Luni Fontal. Regard Humanitaire diffusé sur Radio Télémoussa ainsi que sur ses différentes plateformes numériques. Le journal est également relayé par une trentaine de médias à travers le pays. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Regard Humanitaire.